J'ai appris qu'en fait, on se connaissait jamais vraiment. Jamais dans ma vie, je pensais qu'un jour, j'allais dire « Ah là, on est en voyage dans un endroit merveilleux et j'ai envie de me bosser pour bosser, quoi. » Jamais de ma vie, je pensais que j'allais dire ça un jour. Si demain, on était obligé de rentrer, en fait, ça me ferait ni chaud ni froid parce que je m'en fiche, je peux repartir. Et je sais pas, je me dis « Ouais, moi, ça m'arrive d'avoir envie de travailler, mais en fait, je m'en fous. Même si je restais bosser 6 mois, je peux voyager 50 ans derrière si ça me fait plaisir. » Je trouve qu'on sait jamais de quoi notre vie va être faite et du coup on sait jamais qui on va vraiment être parce que quand tu changes certains paramètres qui sont prépondérants dans une vie quand même, genre le travail, mais ça peut être aussi changer de partenaire, ça peut être plein de choses, tu vois. Quand tu changes des choses importantes dans ta vie, je trouve que toi tu changes aussi. Ne te prends pas pour acquise, quoi. Tu peux encore te surprendre. Avant, Florence, elle était prof. Et aujourd'hui, on la retrouve à vivre son aventure de digital nomade depuis l'Équateur avec Guillaume, son petit ami. Partir, ils en rêvent depuis plusieurs années. Et franchement, c'est pas faute d'avoir essayé de tout plaquer pour partir ensemble découvrir l'Amérique du Sud. La première fois, sa mise en disponibilité de l'Éducation nationale lui avait été accordée verbalement, mais lui a été retirée quelques jours à peine après son arrivée en Colombie et Florence doit donc rentrer en catastrophe pour retrouver ses élèves. Lors de la tentative suivante, la pandémie du coronavirus que vous connaissez tous éclate au bout de 15 jours à peine et après avoir passé 1 mois confinés au Pérou, elle et Guillaume décident de rentrer. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Pour Florence, l'année passée fut pleine d'accomplissements, parmi lesquels une démission de l'Éducation nationale, la création de son entreprise et enfin, le départ qu'elle et son conjoint attendaient depuis si longtemps vers l'Équateur. Florence m'a annoncé son départ à venir au printemps 2022. Alors, je lui ai proposé de me raconter son cheminement par message audio interposé et de venir faire le point une fois sur place. Bien entendu, ça ne se passe pas du tout comme prévu et Florence et Guillaume se rendent compte qu'ils n'envisagent pas complètement le voyage de la même manière. Fort heureusement, le couple reste soudé, positif et déterminé à vivre une belle aventure ensemble, une aventure nomade au gré des rencontres. Mais ça, c'est eux qui vont vous le raconter. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Je donne toujours mon prénom en premier, donc je dirais que je m'appelle Florence. Je donne toujours mon âge aussi parce que d'un point de vue culture commune, je trouve que ça aide toujours beaucoup, donc je dirais que j'ai 30 ans. Je dirais que je suis bretonne parce que je sais pas pourquoi je le case à tous les coups, mais franchement, en voyage, t'as toujours une chance sur deux de tomber sur un autre breton et de parler de pancakes. Ici, c'est des pancakes, mais des crêpes, quoi. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je dirais sur moi ? Je sais que quand je rencontre des gens dans des bars ou en voyage de manière générale, on parle rarement du métier. C'est pas du tout la première chose qu'on dit. Souvent, c'est plus des expériences de voyage ou des passions. Là, dans l'auberge où on est actuellement, c'est en gros la grande question, c'est qui fait du surf. Donc, ça va plutôt parler de ça, tu vois, des niveaux, des spots autour du monde, etc. Donc, je pense que je partirais plutôt sur un loisir. Je pense que je dirais que je fais de l'escalade et un peu de surf et que j'adore manger parce que voilà, je pense que ça définit bien ma personnalité. 20 juin 2022. Coucou Anne-Fleur, j'ai bien reçu ton message. Moi aussi, je suis super contente. En gros, là, on en est au point où on a trouvé les billets d'avion qu'on voulait, autour de 300 €. Donc, c'est dans nos budgets respectifs. Et on pense les acheter ce soir. Donc, avec un départ soit pour le 19 ou pour le 22 septembre de mémoire. Donc, je te dirai quand ce sera officiel, sûrement demain, du coup. On avait eu des petits soucis pour la location de notre appartement parce qu'on avait acheté en PSLA. Donc, en gros, on était un petit peu aidés. C'était moins cher que pour les autres personnes, on va dire, par rapport à nos revenus. Et en échange de ça, on était censé ne pas pouvoir le louer pendant 5 ans, sauf cas exceptionnels. Et en gros, dans les cas exceptionnels, il y avait mutation à plus de 70 km. Et pour ma reconversion, j'avais monté ma boîte chez ma mère dans le Finistère. Or, on vit à Rennes. Et du coup, c'est passé comme ça, mais on n'était pas sûr que ça passe parce que bon, ça faisait un peu, il y a anguille sous roche, mais donc c'est passé. L'annonce va être mise en ligne, il nous avait dit, le gars de l'agence, en début de cette semaine, donc d'ici 1 ou 2 jours, je pense.
Et on va commencer à recevoir des visites, ça va faire trop bizarre. Et du coup, on va aussi commencer à faire nos cartons. Et officiellement, il sera loué, ou du moins nous, on sera plus dedans, au 15 juillet. Donc tout l'été, on vit chez les parents de mon copain, Guillaume, et chez mes parents. Donc les deux sont dans le Finistère, nos parents habitent à 10 minutes l'un de l'autre. Et sinon, y a toute la question du travail qui se pose, mais sur ça, on ne sait pas du tout encore comment on va faire, parce qu'avec le PVT, on peut bosser localement. Mais c'est plus pour l'expérience que pour l'argent en soi. Avec nos boîtes, on pourrait bosser pour l'argent, mais en même temps, on a envie de profiter. Et si on bosse pas du tout et que juste on voyage, à un moment, il y aura plus de budget. Donc ça, on va y réfléchir dans le mois à venir. Je te dirai ce qu'on va décider et qui peut-être après, finalement, changera complètement une fois qu'on sera vraiment parti. Et sinon, il y avait le côté matériel parce que nous, on aime beaucoup les treks, le bivouac, on aime bien se déplacer en stop quand les régions sont à peu près safe. Et du coup, pour ça, on était allé au Vieux Campeur au mois d'avril pour faire une razzia et changer de matos par rapport à notre premier voyage parce qu'on avait pris de l'entrée / moyenne gamme la première fois, comme on savait pas du tout ce qu'on aimait, ce qu'on voulait, ce qu'on ferait, etc. Là, maintenant, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on veut, donc on est parti... des petits points négatifs de la fois d'avant et à l'inverse des points positifs qu'on voulait garder et on a fait des modifications en fonction. Donc on a tente, duvet, matelas pour trekker même en altitude si jamais il fait froid à 3 ou 4 000 mètres. Normalement, on est bien équipé. Donc voilà où on en est pour le moment. Donc à la fois quelques petits pas concrets, mais à la fois... Moi, mon copain, il est vraiment en mode Florence, faut qu'on se dépêche, faut qu'on fasse les cartons, il faut que ci, que ça, qu'on réside l'abonnement Internet. Et moi, je suis en mode non, mais tranquille, il nous reste 1 mois avant de partir, il y a le temps. Et moi, j'ai pas du tout l'impression que ça va arriver. Donc, voilà, on va voir comment ça va évoluer. Donc, n'hésite pas si t'as d'autres questions et peut-être à tout à l'heure. Déjà près de 6 mois que Florence et son copain Guillaume ont quitté la France. Un départ qui a été mûrement réfléchi, on va y revenir, mais à quoi ressemblait la vie d'avant de Florence ? Pour ce qui est de ma vie d'avant, moi je sépare vraiment le côté personnel et professionnel. Dans le côté personnel, là je suis partie donc avec mon copain, on est ensemble depuis... J'ai honte de pas trop savoir, 13 ou 14 ans, je crois. On s'est rencontrés au lycée, donc ça fait on a un vieux couple, tu vois. Donc on est partis ensemble avec tous les deux le même désir de départ, pas forcément les mêmes désirs sur place, ce qui est assez intéressant pour le coup. Et cette idée de voyage-là, elle date en fait de très longtemps, c'est-à-dire qu'en 2014, quand j'ai commencé à travailler professionnellement, avoir un vrai salaire, je m'étais dit, quand j'aurai assez économisé, j'adorerais voyager autour du monde. Et ça a failli se concrétiser une première fois en 2017. Donc, je passe un petit peu les détails, mais en gros, on s'est rendu compte que faire ce qu'on appelle un tour du monde, c'est pas vraiment possible parce qu'en souvent, t'as 1 an à peu près, tu peux pas faire le tour du monde en 1 an, c'est pas réalisable. Déjà, le tour d'un pays, c'est compliqué pour le faire bien. Donc, on s'est dit, on se focalise sur un continent. On a choisi l'Amérique du Sud parce qu'on ne le connaissait pas du tout. On est parti, donc mon copain avait eu un congé sabbatique d'1 an. Moi, j'avais demandé, j'étais professeure des écoles à l'époque, j'avais demandé une disponibilité pour convenance personnelle d'1 an. Et on m'avait dit oralement que c'était bon, donc on avait pris un billet d'avion aller simple en 2017 pour la Colombie, dans l'espoir de descendre jusqu'en Patagonie, tout au sud, entre le Chili et l'Argentine. Et donc on est parti, et en fait, au dernier moment, j'ai reçu la réponse écrite de ma demande, qui était en fait un refus. Du coup, au bout de 3 semaines de voyage, on a dû revenir en urgence. On a dû prendre, je crois, 4 ou 5 vols pour pas payer un bras parce que, au dernier moment, comme ça, traverser l'Atlantique, c'est pas donné. Et j'avais raté le jour de la rentrée. Je me rappelle, j'avais dû expliquer à ma nouvelle directrice, je peux pas être là, je suis en Colombie. Enfin, c'était vraiment trop bizarre. Et donc, j'avais fait cette année-là. Et je m'étais rendu compte que c'était un petit peu compliqué dans l'éducation nationale de partir. Je le précise parce que du coup, ça va faire le pont avec mon côté vie d'avant professionnel. Et 2 ans après ça, on s'est pacsé avec mon copain et du coup j'ai pu faire une demande de disponibilité cette fois-ci pour suivi de conjoint qui cette fois est de droit dans la fonction publique, donc on ne peut pas te la refuser. Donc cette fois-ci on est parti par rapport à la météo et aux saisons. On a commencé par la Patagonie et le but c'était de remonter jusqu'en Équateur parce qu'ayant adoré la Colombie, on était persuadés qu'on allait adorer l'Équateur. Sauf que le voyage a commencé et puis au bout de 3 ou 4 mois, le Covid est arrivé.
Donc on s'est retrouvés confinés en Argentine. Et puis au bout d'1 mois et demi de confinement là-bas, quand on a su que le pays resterait fermé pour 6 mois, on s'est dit tant pis, on rentre. Et donc j'ai refait encore 1 année d'enseignement, mais j'en avais vraiment marre d'être toujours dépendante de mon travail et des oui et des non, et d'avoir des dates fixes et des dates de retour et de départ fixes. Et ça faisait un moment déjà que j'étais plus très bien dans ce job-là, donc j'ai fini par démissionner l'année dernière. Je me suis formée à la rédaction web SEO et maintenant je travaille à mon compte, ce qui me permet de voyager beaucoup plus librement. Donc cette année, je n'ai demandé l'autorisation à personne. Mon copain a encore eu, parce qu'il a une boîte super cool, son année sabbatique. En gros, c'est une année où tous les 3 mois, il redit je rentre pas, je rentre pas. Donc il est flexible. Et là, donc on est arrivé en Équateur. Cette fois-ci, on s'est dit on ne rate pas l'Équateur. On a pris un billet qui arrive directement en Équateur, dans l'idée de prendre un PVT, un passeport vacances-travail, pour rester s'installer en Équateur pendant 1 an. On va probablement reparler de ce début de voyage, mais il s'avère qu'après 2 mois, on n'a vraiment pas envie de s'installer 1 an dans ce pays finalement, parce que d'un point de vue de la sécurité, ça fait 3 semaines que les choses vont de moins en moins bien. Et c'est très désagréable de devoir toujours te demander, quand tu vas faire tes courses, est-ce qu'il va pas t'arriver quelque chose, en gros. Et voilà, moi, je sais que ça me saoule, ça me pèse, même si là, au moment où on se parle, on est installé en bord de mer, dans une petite auberge sur la plage, on peut faire du surf, c'est cool, il y a beaucoup d'expats et tout ça. Mais voilà, c'est pas l'Équateur, tu vois, ça pourrait être n'importe quel endroit dans une auberge en bord de mer, donc ça n'a pas d'intérêt en soi par rapport au pays. Par contre, c'est mon copain qui, lui, n'aimerait pas rester ici comme ça, posé à surfer en bord de mer. Donc, du coup, il va falloir qu'on trouve un compromis. Mais comme pour l'instant, voilà, l'Équateur, ça va pas nous satisfaire, je pense, sur du long terme. On va finir les 3 mois du visa. Donc, il nous reste à peu près 1 mois, là, plus ou moins sur la côte. Et ensuite, on va descendre au Pérou. Et on s'est dit qu'on verrait ensuite comment ça allait se passer. Mais on avoue que le côté expatriation, en fait, on ne sait pas si on a envie de s'expatrier. Parce que là, vraiment, moi, ce qui est revenu, avec tout ce qu'on a vécu sur 2 mois, je me suis dit, en fait, on est quand même vachement bien chez soi, quoi. Donc, un départ tout de même un peu compliqué, qui, à force de détermination, est enfin arrivé pour de bon. Mais d'où vient la fascination pour l'Équateur qu'ont Florence et Guillaume ? Alors, notre fascination sur l'Équateur, elle vient d'une histoire similaire pour laquelle on a eu une fascination sur la Slovénie. C'est-à-dire qu'on avait fait un premier voyage en Croatie et on nous avait dit... Rien à voir, a priori. Rien à voir. On nous avait dit, vous verrez, le Monténégro, c'est pareil, mais en mieux. Du coup, on était allés au Monténégro. On avait adoré le Monténégro. Et on nous avait dit, vous verrez, la Slovénie, c'est pareil, mais en mieux. Donc, on était allés en Slovénie. On avait fait une fixette pendant 5 ans sur la Slovénie. On a fini par y aller. Et c'était vraiment incroyable. Et du coup, là, on nous avait dit... Vous voyez la Colombie, vous avez adoré ? L'Équateur, c'est pareil, mais en mieux. Et du coup, on s'est dit, c'est sûr, on va en Équateur, on va adorer. Et dans les arguments, on nous avait dit, en gros, l'Équateur, c'est un peu comme la Colombie, d'un point de vue culturel, paysage, ambiance, tout ça, mais avec moins de monde, moins de touristes, plus sauvage, et peut-être une population... on va dire indigène, un peu plus marqué, avec des droits pour les animaux, les arbres, etc. Et on s'était dit, c'est incroyable. En plus, on nous avait dit que, d'un point de vue de l'espagnol, il parlait assez lentement. Donc, quand tu démarres ton voyage, c'est toujours plus facile comme ça. Et on s'était vraiment mis ça en tête depuis 2017. Ça fait 5 ans qu'on a notre fixette sur l'Équateur. Et pour autant, on a beau avoir cette fixette on s'imagine comment on va se sentir et on imagine qu'on va se sentir bien. En fait, on avait l'impression qu'en arrivant en Équateur, on allait vouloir y rester 3 ans, tu vois, et plus jamais bouger, et que ça allait être enfin notre chez nous à tous les deux, parce que ça regroupait, moi j'ai des critères de vie, je veux la mer, parce que j'ai toujours grandi au bord de l'océan, donc pour moi il me faut forcément de la côte, et j'aime bien qu'il fasse chaud. C'est un peu mon problème avec la Bretagne, printemps, été c'est cool, automne, hiver ça me fait un peu moins kiffer, c'est très humide et tout ça. Et on s'était dit l'Équateur ça devrait être nickel pour ça, parce que même ici quand il y a du ciel gris comme aujourd'hui, il fait 23, tu vois, donc ça va, tu te balades quand même en claquettes. Et Guillaume, mon copain, lui, il voulait beaucoup surfer, et on aime aussi tous les deux beaucoup la rando, les montagnes, et t'as quand même les Andes qui traversent le pays. Le pays est petit et on nous avait dit que les gens étaient super sympas, super accueillants, que c'était très simple, etc. Donc, partant de là, personne n'a eu à convaincre l'autre. On était tous les deux d'accord sur le fait qu'on allait en Équateur.
Et on attendait avec impatience ce fameux PVT qui devait sortir en mai de l'année dernière et qui finalement, avec entre le Covid, les guerres, etc., il a mis un peu 3 plombes à sortir et il est sorti seulement une semaine avant notre départ. Sauf qu'il faut faire plein de paperasse, de demandes de casier judiciaire, blablabla. On s'est dit, on part et on verra sur place. Finalement, on se dit heureusement qu'on l'a... Enfin, c'est gratuit, donc c'est pas grave, mais heureusement qu'on l'a pas pris en amont parce que, on n'a pas envie de rester ici pendant 1 an et de travailler ici, etc. Mais c'est une idée de sensation qui allait être hyper positive. Pour autant, on n'a jamais regardé ne serait-ce que de vlogs, de blogs ou de vidéos sur le pays. Si bien qu'une semaine avant d'arriver, quand je me suis dit je vais nous prendre une auberge à Quito, donc qui est la capitale, je vais sur Booking et là je vois les photos depuis le balcon de l'auberge et je dis à Guillaume c'est en altitude. Et en fait c'est quasiment à 3000 mètres d'altitude, tu vois, mais on s'était tellement pas renseigné qu'on savait pas. Et du coup on connaissait aucun nom de ville, aucun trajet, aucun moyen de transport. En fait on connaissait rien, même les plats, la nourriture et tout qu'on aime bien regarder d'abord. Là on avait vraiment envie de pas se faire une idée trop positive pour pas être déçu. Et du coup on n'a rien regardé et j'ai quand même réussi à être un petit peu déçue. Ah ouais, c'est le mot qui me vient en tête, c'est couillu, mais d'y aller sans trop savoir, c'est chouette en tout cas. Parce qu'effectivement, maintenant où tu vas sur Instagram, t'as pléthore d'informations sous la main, t'as tout plein de jolis clichés, etc. Mais c'est pas facile en fait. Salut Anne-Fleur, je t'envoie ce message parce qu'il y a eu du nouveau de notre côté, de manière plutôt positive. On a réussi à louer notre appartement. C'est allé beaucoup plus vite que ce que je m'étais imaginé, c'est-à-dire que l'agence a mis notre annonce en ligne et au bout d'1 ou 2 heures, elle a dû la désactiver tellement il y avait d'appels. Nous, on a eu 5 visites en présentiel et donc on a rapidement été d'accord sur la personne qu'on allait choisir. Et on a de la chance parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est d'accord de racheter quasiment tous nos meubles, notamment les gros. Donc comme on est assez minimaliste de base, on n'aura pas grand-chose à déménager et ça va arranger nos parents parce qu'on va tout stocker chez eux. Donc on aura juste des cartons avec des vêtements, de la vaisselle et des bouquins, en gros. Et donc on va pouvoir déménager avec juste une voiture. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. On donne les clés de notre appartement le 13 juillet. Et dans la foulée, nous avons acheté notre billet d'avion, un aller simple pour Quito, en Équateur, la capitale de l'Équateur. Et nous partons le 22 septembre. Ça se concrétise, c'est assez chouette. J'ai hâte de commencer à faire les cartons. On a quelques petits travaux et des trous à reboucher sur les murs avant de rendre nos clés. Donc là, il nous reste à peu près 3 semaines pour s'organiser et partir. Et voilà, c'est assez excitant, un mélange de stress et de hâte. Je te tiendrai au courant s'il y a d'autres nouveautés. Et puis, bon déménagement à toi, puisque je sais que toi aussi, tu es dans les cartons en ce moment. À bientôt! Comment est-ce qu'on se prépare du coup? Tu m'as dit donc que vous n'aviez pas fait la demande de PVT, ce qui au final semble être une bonne idée puisque on va y revenir. La suite de votre voyage va peut-être pas se faire en Équateur. Mais comment est-ce qu'on se prépare? Puisque d'abord vous avez eu 2 un peu faux départs auparavant. Donc j'imagine que tu as toujours dans un coin de ta tête et si on doit rentrer et si... Enfin, j'imagine que tu as toujours un peu un plan B de retour en plus ou moins catastrophe, même si tu sais que voilà, t'es plus dépendante de ton travail à l'éducation nationale. Comment est-ce que vous êtes préparés du coup, logistiquement, mais aussi peut-être dans votre tête, quoi. Enfin, je veux dire, à 2, vous partez quand même vivre une sacrée aventure, hein. C'est un peu le voyage d'une vie aussi, quoi. Ouais. Sur la durée, on s'est imaginé qu'on partait pour 1 à 2 ans. On s'est dit qu'au-delà de 2 ans, soit on voudrait vraiment rester en Équateur, ce qui ne va pas être le cas, mais à l'étranger tout du moins, et que si vraiment on s'y installait, de toute façon, on rentrerait en France voir nos proches au moins une fois, et que si jamais on en avait marre et qu'on voulait rentrer, ce serait à peu près, on imagine, dans cette période-là aussi. Du coup, le gros de la préparation, moi quand on parle comme ça, en tout cas, c'est le sac à dos, parce que du coup, on part tous les 2 avec un sac à dos. Alors, je te dirais bien avec le strict minimum, parce que c'est pas des énormes... a priori. C'est ça, parce qu'on savait que même si on s'installait en Équateur, nous on aime beaucoup randonner,
on aime beaucoup le bivouac. Du coup, on aime partir avec la tente, le matelas, etc. Comme on travaille sur place, on peut travailler sur place, on a notre ordinateur tous les deux. Du coup, voilà, moi j'aime bien avoir un truc pratique. De toute façon, j'ai jamais eu de valise parce que c'est pas pratique à apporter. Enfin, ici, les routes, je vois là où on est, par exemple, pendant les 2 semaines, là, c'est pas du béton, en fait, c'est un espèce de sable avec des cailloux. Tu as une valise, t'es au bout de ta vie, c'est pas possible. Donc, du coup, voilà, on s'était dit le sac à dos. Moi, j'ai 46 litres. Je crois que mon copain a 55. C'est lui qui porte la tente et la casserole, parce qu'on a le réchaud aussi. Et on savait que dans tous les cas, on allait voyager à un moment ou un autre. Même si on faisait l'année en Équateur, le temps que tu demandes des papiers pour être vraiment résident longtemps, ça peut être long. On savait qu'on voudrait aller voir le Pérou, la Bolivie, etc. Donc, il y avait le sac à dos. Et au niveau des affaires qu'on prend avec nous, pour les vêtements, c'est strict minimum. Tout ce qui est numérique, pareil, on essaye de faire au plus light. Donc, même quand t'achètes, t'en es rendu à acheter un t-shirt et à comparer le grammage de ton t-shirt et la texture et le type de fil et est-ce que ça prend les odeurs et est-ce que machin pour minimiser le plus possible. Pour moi, c'était le truc qui me prenait le plus la tête et que pour autant, on a fait que la semaine d'avant parce que du fait d'être parti déjà 2 fois, ou dans notre tête, on partait pour longtemps, même si ça s'est arrêté prématurément, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Et même avant, quand on voyageait pour 1 mois et demi, tu prépares quand même pas mal de petites choses dans ton sac. Enfin, t'as des habitudes, en fait, après de voyage. Donc ça, voilà, ça s'est fait assez vite. Au niveau du taf, moi, j'ai prévenu mes clients, parce que du coup, c'est des clients maintenant, c'est pas des employeurs. Et c'était incroyable, ils m'ont tous répondu « Ah, mais c'est génial !» Moi, j'avais peur qu'ils soient embêtés quand je leur ai dit à peine 1 mois avant, en fait, je pars pour au moins plusieurs mois, voire 1 an. Et je suis pas sûre de continuer, etc. On verra cet hiver. Et ils m'ont tous répondu « Ah, c'est génial, quelle expérience, j'aurais adoré faire ça, t'as raison, tu nous dis quand tu reviens. Si jamais t'as des contacts pour te remplacer en attendant, n'hésite pas, ça nous ferait plaisir. » Enfin, vraiment une relation... j'aurais jamais connu ça, l'éducation nationale, quoi. Donc, ça fait super plaisir. Et mon copain, lui, il est donc en sabbatique et à son travail, il y a beaucoup de grands voyageurs. Donc, il trouve ça super chouette. Et il l'autorise s'il a besoin avec... donc, il a un statut de freelance en plus et il a le droit de travailler en tant que freelance pour sa boîte si jamais il y a un confinement et qu'on est coincé quelque part. Parce que ça, quand même, c'est quelque chose qu'on a bien retenu. Ah ouais, donc vous avez clairement un plan B et un plan C. Ouais, en fait, on est prêt à tout parce que on s'est fait avoir 2 fois. La première fois, ça a été une frustration énorme et du coup, de là, j'ai plus jamais voulu rester dans l'éducation nationale ou même dans le fonctionnariat de manière générale. La deuxième fois, mais c'était de la faute de personne. Enfin, le Covid, voilà, personne l'avait vu venir, tu vois, on pouvait pas vraiment l'éviter. Donc ça, on n'a pas eu le choix. J'ai été super frustrée parce que j'avais galéré à avoir une année off pour enfin penser à moi et faire quelque chose que j'aime parce que vraiment mon travail, j'aimais pas ça du tout, c'était horrible. Et du coup, je me dis, putain, c'est pour une fois que je peux faire une année cool, elle doit s'arrêter et je me retrouve confinée. Mais du coup, l'année d'après, t'as plus trop d'économie, donc t'es obligée de reprendre le travail. Donc je me suis vraiment sentie encore frustrée. Et c'est une émotion que j'aime pas et que j'ai pas d'habitude. Enfin, je suis plutôt positive et contente, tu vois, dans la vie. Et du coup, là, je me suis dit, si on reste coincé ou si, que sais-je, je veux un plan B. Je veux être capable d'être confinée 1 an dans une même pièce et de quand même travailler et de pas perdre mon temps. Alors, je dis travailler, ça peut être avoir une activité même non rémunérée, mais avoir de quoi faire quelque chose qui est intéressant intellectuellement ou physiquement. Quelque chose de tes journées. Ouais, c'est ça. Pas juste attendre que les choses se passent et être dépendante de mon environnement, quoi. « 6 septembre 2022. Coucou Anne-Fleur, j'espère que tu vas bien et que l'été se passe bien de ton côté. De notre côté, tout se passe bien. Donc, nous avons donc emménagé chez nos parents cet été, en amont du voyage. Tout s'est très bien passé. Ils sont ravis de stocker nos cartons pendant quelques mois. Là, il y a eu quelques nouveautés. Donc, il y a notre billet d'avion pour l'Équateur qui a été annulé. Et donc, on a eu un choix à faire entre conserver l'annulation et se racheter, nous, un billet plus tard, parce que plus tôt, c'est un peu tendu comme c'est déjà bientôt, ou accepter le fait qu'il remonte notre billet de 2 jours dans le temps. Et donc, on a accepté ça parce qu'en fait, les prix des billets, maintenant, quand tu pars dans 2 semaines, c'est beaucoup trop cher, c'est même pas pensable. Donc, on a accepté de partir 2 jours plus tôt que prévu. Donc, le souci, c'est que notre avion part de Madrid parce que c'était le moins cher.
Puis je pense que c'est là aussi qu'il y a peut-être plus de liaisons avec l'Amérique du Sud. Et du coup, en fait, le souci, c'est que l'avion part de Madrid avant que nous, du coup, on soit arrivés à Madrid, puisqu'on arrive 2 jours après. Donc, on s'est juste repris un billet entre Nantes et Madrid. Mais voilà, c'était pas très grave. Quand on est flexible, en fait, on se rend compte que même un avion annulé ou déplacé, finalement, c'est pas si grave que ça. Mais voilà, c'était à prendre en compte, sachant qu'on est un petit peu au dernier moment dans les préparatifs aussi concernant le matériel et tout ça, parce que comme c'est pas la première fois qu'on part longtemps comme ça, on s'est pas trop mis la pression. Et résultat, les dernières choses ou le dernier matériel qu'on a commandé, en fait, ça arrive la veille de notre départ. Donc, on a plutôt intérêt à ce qu'il n'y ait pas de retard. Mais voilà, on aime bien vivre dans le danger permanent comme ça. Et sinon, il y a une question qu'on me pose énormément et en fait, je me dis que c'est peut-être intéressant d'avoir l'évolution de la réponse que je vais y apporter. C'est que donc on part dans 2 semaines et on me demande, est-ce qu'en fait tu vas travailler ou est-ce que tu vas être en vacances? Et en fait, on en parle avec mon copain, mais on sait pas trop. On sait pas si, on sait qu'on veut faire les deux sur l'année ou plus si affinité. Ce qu'on sait pas, c'est est-ce qu'on veut commencer par du voyage pur ou est-ce qu'on veut commencer par se poser quelque part et bosser pour notre boîte ou est-ce qu'on veut partir direct sur un taf en local grâce au PVT ou même sur du volontariat en échange de logement, nourriture, etc. Enfin, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on veut et ce qu'on va faire. Donc, moi, j'ai gardé un seul contrat. Donc là, je suis en train de tout clôturer. Je garde un seul contrat pour partir, qui est un contrat de voix off en l'occurrence. Donc, j'ai tout enregistré en amont et j'aurai plus que du montage à faire ensuite. J'ai gardé aucun contrat de rédaction pour le moment. Ça va me manquer, je pense, de ne pas travailler. Si on m'avait dit qu'un jour je dirais ça, mon Dieu. Mais voilà, du coup, on hésite, on sait pas trop, donc on sait pas quoi répondre aux gens. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Salut! Alors, mettre son activité en pause, on l'entend tout à fait, pour pouvoir découvrir un pays. Mais du coup, avec quel genre de budget est-ce que Guillaume et Florence sont partis ? Les 2 premiers mois, on a dépensé 700 € par personne par mois. Donc en fait, c'est pas excessif. Après, en France, je suis pas une grande dépensière non plus. Je dois peut-être tourner autour de 900 ou 1000 € par mois, tu vois. Donc c'est pas... Ça dépend vraiment d'où tu vis. Nous, on n'a pas un crédit très élevé, on fait pas énormément d'activités hors les voyages. Mais j'avais économisé en fait pour le tout premier voyage où du coup on avait dû revenir. J'avais du coup déjà des économies pour le deuxième voyage qui s'est arrêté prématurément à cause du Covid, donc on n'a pas tout dépensé. Et il y a 2 ans, quand je savais que j'allais me reconvertir, j'avais essayé de vivre sur la moitié de mon salaire. Et du coup, je gagnais à peu près 1800 € par mois quand j'étais prof. Et je vivais sur à peu près 900. Et je mettais 900 de côté en me disant, quand je vais me reconvertir, peut-être que pendant une année, j'aurai pas de salaire. Parce que c'est ce que tu entends des fois quand tu te lances à ton compte. Sauf que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Tout s'est passé très bien et j'ai pas eu besoin de ces 900 € par mois sur les 10 mois. Donc en fait, j'avais là 9000 € encore de côté. Et c'est même pas, tu vois, c'est même pas ce que je dépense mensuellement pour l'instant, 900 €. Donc en fait, on est relativement large et le fait qu'on puisse bosser à côté, c'est cool quand même. Enfin, si on a besoin, voilà, on sait qu'on peut. Après, t'as pas forcément envie. T'as envie d'être en mode voyage-vacances des fois, mais ça fait du bien, je trouve, d'avoir une activité intellectuelle de temps en temps. Alors du coup, est-ce que tu peux me parler du grand départ ? Une fois qu'on a fait toutes ces préparations, il est temps de se mettre en route. Vous voilà du coup au mois de septembre. Vous quittez notre Bretagne chérie, direction l'Équateur. Est-ce que tu peux essayer de nous faire revivre un petit peu cette journée, ces premières journées ? Ah oui, alors déjà, le voyage, c'est déjà une étape à part entière, parce que les vols, je pense qu'il y a moins de gens peut-être à prendre l'avion depuis la pandémie. Et du coup, nos vols, ils n'arrêtaient pas d'être modifiés, annulés, déplacés, etc. Ce qui fait qu'au final, on a dû faire un Nantes, Madrid, Amsterdam, Quito, dont le voyage a duré genre 3 ou 4 jours, parce qu'on a dû passer des nuits dans les aéroports et tout ça. Donc déjà, c'était long. Et en plus, comme on est parti un peu à l'arrache parce que on finissait notre travail juste la semaine d'avant et hop, on a fait notre sac, on est parti. Quand on est arrivé à Quito, on était un peu perdus. Enfin, moi, je me rappelle de me demander, mais
qu'est-ce que je fous là en fait ? C'était très bizarre du fait de ne pas s'être préparée. J'avais vraiment l'impression qu'on m'avait téléportée ici et que je savais pas. En plus, on s'était pas vraiment décidé sur la place qu'allait prendre le voyage, les vacances et le travail. Et du coup, j'arrivais pas à savoir si j'étais en voyage, en vacances ou au travail. Donc c'était très spécial. Donc évidemment, comme tous les voyages, tu te remets de ton décalage horaire. Donc moi, pendant une semaine, je me levais à 3h du matin. C'était génial. J'ai beaucoup de mal à chaque fois. Il y a potentiellement des soucis d'altitude. Je sais qu'en Colombie, quand on avait atterri à Bogota, qui est comme Quito, autour de 2500-3000 mètres d'altitude, moi, j'avais vomi pendant 2 jours. J'avais été super malade. J'avais super mal à la tête. La maladie d'altitude, quoi, carrément. À Denver, c'est un truc aussi qui arrive pas mal. Ah ouais ? Denver, c'est à 1600 mètres d'altitude. Ouais. Et en fait, à un quart d'heure de la ville, en fait, tu montes facile à 2000 mètres d'altitude. Puis après, tu es dans les Rocheuses, tu montes à 2000, 3000. Il y a pas mal de gens qui nous disent attention, allez vous balader en montagne. C'est comme si vous décidiez d'aller vous balader sans aucune préparation sur le Mont Blanc. Il faut donner le temps, en fait, à votre corps de s'habituer progressivement. Et pas se précipiter finalement dans la découverte des environs parce que puis en plus t'as moins d'oxygène, c'est épuisant moi je trouve au début, les premiers jours. Je suis contente d'avoir passé cette phase. Ouais, c'est ça. Mais moi je savais qu'en plus j'étais sensible parce que donc ce qui s'était passé à Bogota et aussi dans les Alpes. Tu vois, les gens, ils vont skier, tu vois, normalement. Et moi, une fois, j'avais été skier, comme ça, de bon matin. Et en fait, gros mal aigu des montagnes. Et j'avais dû être redescendue avec mes skis sur les espèces de petits brancards, là. Ouais. Enfin, bref, les du coup, je savais... ouais. Les petites motoneiges à moitié. Et du coup, je savais que ça allait être compliqué. Du coup, on a pris une semaine pleine à Quito. En se disant, entre le potentiel mal de l'altitude, le potentiel décalage horaire... Voilà, donc on s'est dit une semaine, de toute façon on avait le temps parce qu'on pensait rester là pendant 1 an, donc on avait le temps, on s'est pris notre semaine. Et c'est très amusant parce que quand tu sors de l'aéroport et que tu arrives dans Quito, nous la première semaine on a logé dans le centre historique de Quito. Et en fait le centre historique de Quito, c'est très différent de ce à quoi on a l'habitude, c'est-à-dire que c'est très bruyant de par les bus, les voitures, les klaxons. Il y a énormément de taxis. Ici, les taxis sont jaunes comme aux États-Unis, enfin comme l'image que j'ai de New York quand je regarde un téléfilm de Noël en tout cas. Et ils klaxonnent tout le temps dès qu'ils voient des étrangers pour te prendre en taxi. Et du coup, nous, forcément, à chaque fois qu'on croise des taxis, ils nous klaxonnent. Donc toute la journée, tu te fais klaxonner gentiment, tu vois, mais toute la journée, ça fait du bruit, ça klaxonne. Avec les gros bus bleus qui dégagent une fumée noire, mais comme jamais j'ai vu de ma vie. Donc là, tu te dis, tu râles pour ton contrôle technique en France, mais en fait, ça a peut-être une utilité. Et au niveau des gens, t'as énormément de gens. Moi, j'ai trouvé que ça grouillait de gens, Quito, mais ça grouille de locaux. Il n'y a pas de touristes. Et on parlait tout à l'heure de est-ce que l'Équateur, ça nous attirait aussi parce que c'était pas un pays super connu ? Eh ben oui, on adore ça, mais alors là, depuis 2 mois, on n'a jamais vu aussi peu de personnes. Donc certes, il y a la pandémie qui est passée par là, mais on s'est quand même renseigné, t'as que entre 1 et 2% du PIB qui est lié au tourisme en fait en Équateur. Wow, d'accord. Donc de manière générale, c'est déjà très peu, et là, il y a vraiment personne. Et les locaux dans la rue, c'est pas comme chez nous où t'as des boutiques et les gens travaillent dans leurs boutiques. Ici, les femmes, elles sont assises, elles ont une sorte de petit tabouret, une petite boîte en carton. Elles s'assoient dessus, elles ont tout un étal de fruits et légumes. À côté de ça, t'as un mec qui va vendre des chargeurs et des écouteurs. À côté de ça, t'as un mec qui va cirer tes chaussures. À côté de ça, t'en as un qui vend des balais et du PQ. Et en fait, t'as ça un peu partout dans la ville. Et quand t'as pas l'habitude, c'est très perturbant parce que du coup, ils crient en fait, ils parlent très fort toute la journée. Donc ils vont tout le temps te dire, je vends des mangues à $1, je vends des mangues à $1. Et ils te disent tous ça en même temps. Donc ça fait beaucoup de bruit. Et au niveau des paysages, c'est quand même plutôt joli au niveau du centre historique. Il y a une architecture un peu coloniale. Il y a des ruelles qui sont super colorées. C'est vraiment beau. Il y a des très belles églises. Genre l'intérieur des églises, ne serait-ce que juste d'un point de vue de l'architecture, c'est magnifique, et de la déco, je mets des guillemets parce que je pense je sais pas si on parle de déco pour une église, mais c'est vraiment joli. Avec beaucoup de feuilles d'or et tout ça, ça brille de 1000 feux. Et les gens sont vraiment super. En fait, si tu veux, 98% du tableau que je dépeins de ce pays est vraiment magnifique. Les gens sont d'une gentillesse incroyable. On peut discuter avec eux très facilement quand tu prends des bus.
même dans la rue, si tu as un problème, nous on avait du mal pour activer une carte SIM, ils vont passer 20 minutes avec toi pour te l'activer, limite ils vont rentrer leur numéro de passeport, payer pour toi puis tu leur rendras plus tard, enfin ils vont tout faire pour que pour toi ça se passe bien. Ils sont vraiment contents en fait qu'on soit ici et ils nous disent mais qu'est-ce que vous faites ici si longtemps ? Il y a personne qui vient dans notre pays. Et en fait l'Équateur c'est tout petit et c'est situé au sud de la Colombie mais au nord du Pérou. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui voyagent au Pérou parce que les belles randonnées, le Machu Picchu, voilà, la culture, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont en Colombie parce qu'il y a le côté un peu salsa, soleil, l'architecture coloniale, les plantations de café, etc. Et en fait, l'Équateur, c'est le pauvre petit pays qui se retrouve au milieu. Et on voit bien par rapport au peu de touristes qu'on croise, personne voyage longtemps en Équateur. Souvent, c'est un axe de passage ou alors c'est pour aller aux Galapagos, les îles assez connues qui sont au large de l'Équateur. Et il n'y a pas grand monde qui reste longtemps. Donc, il nous arrive d'être dans des zones archi-touristiques et de se retrouver que avec des locaux dans des hôtels qui ont peut-être 20 chambres et on est tout seul. Et il n'y a personne, quoi. Mais donc ça, voilà, c'est, on va dire 98% du tableau est vraiment positif. Après, il y a les 2% qui prennent vraiment le pas sur le reste. C'est l'insécurité, qui apparemment grandit beaucoup depuis 2019. Donc si j'ai bien compris, un changement de président qui, d'après tous les gens avec qui on parle, est archi-laxiste. Et la pandémie par là-dessus qui fait que, si on a bien compris, tout ce qui est lié à la drogue et notamment à la cocaïne, c'est énormément développé. Là où c'était beaucoup la Colombie et le Mexique avant, là l'Équateur est vraiment rentré dans le game. Et c'est pas tip top, donc il y a déjà toute la partie nord au niveau de la Colombie où tu vois c'est en rouge tout le temps sur le site de l'ambassade où on dit de pas y aller, il y a beaucoup de cartels, beaucoup de violence, etc. Et là en fait ça fait 3 semaines que y a 2 groupes de cartels qui se font un peu la guerre. Bon pardon pour les images, mais en gros les gens ont décapité des personnes et les ont suspendus à des ponts pour bien montrer que ils étaient là et qu'ils étaient pas contents. Et le gouvernement. Comme dans les films, quoi. Exactement comme dans les films. Et pour l'instant, le gouvernement, j'imagine, c'est pas trop quoi faire parce que négocier avec un cartel, j'imagine que c'est compliqué. Vraiment, j'aimerais pas être présidente, tu vois, rien que pour ce genre de choses. Et du coup, ils savent pas, j'imagine, quoi faire ou que décider. Et donc, les cartels qui, là, apparemment n'étaient pas contents, viennent d'annoncer il y a 2-3 semaines qu'ils allaient s'en prendre aux policiers. Donc, il y a déjà eu des attentats avec des explosifs et que à la suite, c'était les centres commerciaux et les bus. Et du coup, il y a 3 provinces là qui sont fermées, les enfants ne vont plus à l'école, les routes sont barrées et on te recommande vraiment de pas aller vers là, sauf urgence plus que nécessaire. Et alors, c'est plutôt vers le nord du pays, mais globalement, nous, même à Quito, on s'est pas senti bien et on a parlé avec beaucoup de personnes qui vivent à Quito et qui sont équatoriennes depuis toujours, qui nous disent c'était pas comme ça avant et même maintenant, on n'a plus envie de sortir de chez nous. On prend que $20, on enlève nos alliances, on sort pas le soir et du coup tout se fait en taxi. Il fait nuit à 18h ici. Ouais, c'est vraiment pas cool. Nous, on s'est fait agresser en rentrant de la salle d'escalade par 3 mecs qui ont voulu qu'on leur donne tout. Et du coup, t'es pas tellement en position de négocier, même si nous, voilà, c'était 3 jeunes. Alors, il y a beaucoup de problèmes aussi avec la migration depuis le Venezuela, qui rencontre beaucoup de difficultés aussi. Et je sais que les gens ont beaucoup de mal à vivre. Je crois qu'il y a des problèmes d'électricité, d'eau, tu peux plus trop te nourrir, etc. Même si ça s'améliore, apparemment, c'est un problème qui reste fréquent. Et du coup, nous, c'était 3 jeunes qui, en soi, j'imagine, n'étaient pas armés. Mais on est sur le groupe des Français qui voyagent en Équateur et il se passe pas une semaine sans que quelqu'un te dise qu'il s'est fait agresser au couteau avec une batte, un bâton, à main armée dans les bus. Il y a beaucoup de gens qui se font voler des trucs dans les sacs, voire les sacs entiers. Les téléphones, c'est monnaie courante. Là, on est arrivé à l'auberge, on est une dizaine, il y en a 3 qui se sont fait voler leur téléphone. Enfin, du coup, c'est tout le temps ça. Il y a aussi beaucoup de viols. Et moi, c'est quelque chose qui me fait très peur. Parce que là, par exemple, quand on s'est fait agresser, même si c'était 3 jeunes et que mon copain est très très grand, les Équatoriens sont très très petits. Donc je me dis, ils ont quand même du culot, tu vois, d'être arrivés. Même moi, qui suis pas si grande, voilà quoi. J'ai une taille moyenne de Française, on va dire. J'étais plus grande qu'eux, qui sont pourtant des hommes. Chez nous, on a l'habitude en France que les hommes soient grands. Enfin, plus grands souvent que les femmes. Et là, c'était pas du tout le cas. Donc tu te dis, ils ont quand même du culot et voilà, tu sais pas trop à qui t'as affaire. Donc je sais pas, moi je me disais, si à tout moment ils avaient sorti un couteau ou que sais-je, en fait moi j'aurais rien pu faire. Donc là c'était pas du tout le cas, ils ont fait semblant d'avoir un pistolet en mettant 2 doigts derrière leur t-shirt. Donc ils étaient assez ridicules. Et à la fin, après avoir pris le téléphone, ils ont demandé à mon copain, donne-moi ton argent. Et mon mec a fait, j'ai pas d'argent. Et ils ont dit,
ok. Et donc après, ils sont partis. Tu vois, moi, ils m'avaient volé genre les clés et tout. Ils ont fouillé mes poches. Et je leur ai fait, non, mais pas les clés, s'il vous plaît. Puis tu vois, ils m'ont rendu mes clés. Donc, c'est pas méchant. En fait, c'est pas tant à eux. Enfin, c'est pas envers les gens qu'on devrait en vouloir. C'est plus tous les systèmes qui sont autour qui font que ces gens-là, ils en sont rendus à voler un téléphone pour bouffer une semaine ou deux, tu vois. Donc, voilà, on peut pas. Mais bon, c'est quand même très embêtant. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Et même les locaux sont pas à l'aise vis-à-vis de ça. Nous disent qu'ils sortent plus et que c'est compliqué et que ça a beaucoup changé. Donc, forcément, dans les petits bleds, les petites provinces, là, on est en bord de plage. T'as moins de problèmes. Est-ce que c'est propre à Quito, qui est la grande ville, ou est-ce que tu retrouves ça un peu partout ? Alors, c'est beaucoup Quito et on rencontre énormément surtout des femmes, en fait, voyageuses qui nous ont dit « Oula, on arrive à Quito, je suis restée 2 jours, je suis partie, tu vois », parce qu'elles se sentent vraiment pas bien là-bas. Et c'est vrai que le sentiment d'insécurité est gros. Moi, je voulais même plus aller faire les courses à la fin parce que t'es tellement obligé d'être sur tes gardes. Après, on a été dans une autre ville plus au sud qui pourtant a un gros point de départ touristique pour des super belles randos qui s'appelle Latacunga. C'est pareil, dans la ville, tu vois que personne est super serein. À part les gens qui viennent d'arriver et qui ne se sont pas posé la question, ou, et on se faisait la réflexion avec mon copain, qui voyagent plus rapidement. Et je pense que si on avait visité l'Équateur en peut-être 3 semaines, en allant de point en point, on n'aurait pas du tout eu la même impression que là en restant aussi longtemps et genre tu t'installes, tu vas faire tes courses, tu vas à la salle de sport, ouais. En fait tu vois tout ce qui se passe. Ouais, t'as essayé de vivre avec les locaux, en fait. C'est ça. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, ok, super pays pour voyager. Par contre, ça, je dis pas le contraire, c'est un pays magnifique. Au niveau des paysages, t'as tout ce que tu peux avoir concentré dans un même pays et il est petit. Donc, tu peux vraiment tout faire, tout voir, c'est hyper cool. Et les gens et la nourriture est pas mal aussi. Enfin, voilà, il y a plein de côtés positifs. Mais y rester, t'ouvres quand même les yeux sur beaucoup de choses. Et moi, c'est des choses qui me plaisent pas, quoi. Enfin, je me verrais... En fait... Le monde est tellement grand et au pire, je suis bien chez moi. Je vois pas pourquoi je m'infligerais le fait de m'installer quelque part où je me sens pas bien, juste parce que j'ai annoncé à tout le monde que j'allais y vivre pendant 1 an, tu vois. Moi, si je suis pas bien, la je suis pas bien. pression sociale. Ah ouais, moi c'est un truc que j'ai pas trop, la pression sociale, donc je me sens pas du tout obligée. Enfin, je vois pas ça comme une expatriation ratée en fait. Pour moi, c'est plutôt une réussite. D'annuler quelque chose dans lequel tu te sens pas bien. C'est le meilleur moyen qui t'arrive. De t'écouter, quoi. Ouais, voilà. Enfin. Pas avoir de regrets, quoi. Coucou Anne-Fleur, j'espère que tu m'entends bien. Juste pour te dire que donc là on est en trek actuellement dans les Andes, dans une partie de l'Équateur où il y a une rando qui peut se faire en 1 ou plusieurs jours qui s'appelle le Quilotoa. Nous, on a choisi l'option 4 jours, puisqu'on voyage avec la tente, les duvets, les matelas et de quoi se faire à manger. Tu peux aussi le faire en dormant dans des dortoirs et des chambres, je crois. Et voilà, c'est le 4e jour. Et en fait, c'est le premier jour où il fait vraiment beau et où je me dis ça vaut le coup de sortir son téléphone pour te raconter ça, sans qu'il soit complètement trempé et que mes mains deviennent gelées. Donc en gros, c'est un trek où on est parti de peut-être 2600 mètres d'altitude à peu près. Tous les jours, tu montes et tu descends un peu. Hier, c'était le jour 3, on a monté beaucoup. On a monté 1000 mètres d'un coup. Et donc, cette nuit, notre dernier bivouac, il était à quasiment 4000 mètres d'altitude. Et ce matin, c'est le jour un peu cool où il y a du soleil. On a pris un bon petit-déj. Et on fait justement le tour de la lagune du Quilotoa. Et là, je l'ai sous les yeux pendant que j'enregistre ce message. Et franchement, ça a de la gueule. En gros, c'est une grande lagune bleue, verte. Tu vois les différentes profondeurs au fond. Du coup, ça fait des teintes assez variées. Et il y a plein de montagnes autour. Et nous, en fait, on randonne autour de ça, autour des falaises. C'est vachement profond, hein. T'as pas envie de tomber. Et t'as un chemin pour descendre tout en bas si t'as envie. 3 bivouacs fort sympathiques, dont... Ah Guillaume dit lama sur la droite. Ah oui, effectivement, lama sur la droite. Bon, là, tu le vois pas, une fleur, mais il y a un lama qui te regarde. Il a vraiment un regard langoureux, quoi. Et puisque j'ai tourné la tête pour voir le lama, on est vraiment entouré de montagnes de l'autre côté aussi. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que cette nuit, il avait fait quand même très très froid. Les 2 premières nuits, c'était cool parce qu'on a eu le droit de planter notre tente dans des endroits où il y avait des hostels. Et du coup, on avait le droit d'utiliser la douche, les toilettes et tout. Et là, cette nuit, hier soir, on est arrivé un peu sous la pluie à la ville de Quilotoa, donc là où il y a justement la lagune.
Et on a pu aller à l'office du tourisme avant la fermeture, leur demander s'il n'y avait pas un camping, parce qu'on voulait faire du camping sauvage. Mais on a eu une ou deux mésaventures par le passé, dans la semaine précédente. Du coup, moi, j'étais plus très chaude pour un camping sauvage, comme on avait l'habitude de faire au Chili ou en Argentine. Et du coup, on a demandé à l'office du tourisme s'il y avait un camping quelque part. Et en fait, il y a des sortes de petits promontoires couverts avec des petits points de vue au centre de la ville de Quilotoa, enfin, du village, devrais-je dire. Et il nous a dit, vous avez qu'à mettre votre tente là. On lui a demandé combien ça nous coûtait et il nous a dit juste vous la posez, vous dormez, profitez bien. Donc du coup on a fait ça, donc c'était très cool en termes de conditions parce que on n'était pas sous la pluie, mais par contre il faisait méga froid. On était posé sur la pierre et je sais pas combien il peut faire la nuit à 4000 mètres d'altitude, mais c'est pas chaud quoi. Bref, voilà, je crois que j'ai tout dit et en plus ça commence à monter donc là, ça va devenir particulièrement désagréable à écouter. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour la suite. Est-ce que du coup, par rapport à d'autres pays d'Amérique du Sud que tu as déjà fait lors de voyages précédents, est-ce que c'est plus facile du coup de tisser du lien avec des locaux? Parce que c'est pas facile des fois quand on voyage, quand on est itinérant, quand on est nomade, quand on cherche à découvrir le pays, on va rencontrer des gens qui bossent dans le tourisme, mais c'est pas forcément facile de tisser des liens un peu authentiques. Alors c'est vrai que par rapport à certains pays où il y a énormément de tourisme, je pense à la Colombie qui est juste au-dessus, même si c'était il y a plusieurs années, il y avait quand même beaucoup de monde, notamment dans les grandes villes, tu vois. À Bogota, il y a beaucoup de voyageurs, à Medellín, tu vois, qui font les free walking tours. Donc tu te rencontres, tu discutes, tu vois qu'ils sont là, ils sont dans les bars, ils marchent dans les parcs, etc. Là, il y a personne, même à Quito, la capitale. C'est plus facile pour tisser du lien si tu te retrouves dans des situations dans lesquelles tu peux tisser du lien. Mais il n'y a pas le même accueil qu'on avait pu voir à l'inverse au Chili et surtout en Argentine, où en fait on voyageait en stop et du coup on dormait chez l'habitant. Et ici, tu peux pas faire du stop. Enfin, tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu vois. On te dit, ne faites pas de stop ici. On l'a fait que sur des petites routes dans des villages entre la plage et le bourg parce que c'est à la cool. Mais je ferai jamais du stop ici dans une grande ville. Et pour dormir chez l'habitant, tu toques pas au hasard chez un habitant. Enfin, tu sais pas chez qui tu tombes. Alors que en Patagonie, tu toques au hasard chez quelqu'un. C'est vrai. Et tu vois, t'avises, tu vois, et tout se passe très bien. Au pire, on te dit comme non, mais t'arrives à rien. Comme dans Pékin Express. Oui, voilà, c'est ça. Et là, ici, l'ambiance, c'est quand même pas la même, mais parce que les problématiques liées à l'argent ne sont pas non plus les mêmes. Donc ici, tu vas pas dormir chez quelqu'un ou profiter vraiment d'un trajet gratuit. Enfin, je sais qu'au Pérou, on a beaucoup entendu dire que c'est pareil, ça se faisait pas. Si tu fais du stop et qu'ils te prennent, à la fin, ils vont attendre que tu payes quelque chose. Et c'est logique et c'est même très étonnant, je pense, pour eux de se dire que t'es un occidental, t'es là, c'est que t'as de la thune. Eux, ils galèrent avec job de jour, job de nuit et peut-être éventuellement des études le soir entre les deux. Et toi, t'es là, tu payes pas ton trajet alors que ça te coûterait 50 centimes. Ça n'a aucun sens, en fait. Donc, c'est vrai que c'est des pays où tu voyages pas de la même façon. Donc, quand on a pris des très longs bus ou quand on va dans des boutiques ou quand, dans la rue, il nous arrive d'avoir des gens qui nous demandent « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Parce que des fois, on est dans un endroit où il y a personne. Et genre, moi, je suis vraiment très blanche par rapport à eux. Donc, moi, ça se voit. Mon copain est métis, donc c'est peut-être moins... Quoi qu'il est très grand, mais c'est peut-être moins choquant, tu vois, qu'il est occidental. Moi, bon, il n'y a pas 72 possibilités. Et du coup, ils discutent avec nous. Ils sont vraiment contents de savoir où on va, ce qu'on fait, etc. Mais on retrouve pas pour le moment le même échange qu'on a pu avoir en Argentine où, voilà, t'es avec des camionneurs en stop pendant 12 heures. T'as le temps d'échanger bien au-delà de la pluie, du beau temps et de ton voyage, tu vois, dans des questionnements plus profonds. Donc, c'est différent. Mais par contre, oui, on n'a pas du tout l'impression, et ça, c'est très agréable, d'être un portefeuille. Parce qu'il y a des pays où, tu sais, il y a un peu le prix local et le prix touriste. Et ici, on prend les bus. Bon, les bus, il n'y a pas beaucoup d'arrêts de bus. Enfin, dans les provinces, souvent, tu te mets au bord de la route et quand il y a un qui passe, tu le hèles. Et ils nous demandent pas des prix exubérants. Quand on demande après aux gens qui vivent là, en fait, ils nous demandent les mêmes prix. C'est des 35 centimes, 70 centimes. Enfin, c'est les mêmes petits prix, tu vois. Alors qu'ils pourraient clairement nous demander 2 ou 3 dollars. Oui, parce qu'on paye en dollars aussi, ici. C'est des dollars américains. Je crois que c'est, de ce qu'on a compris, c'est un président qui a choisi de faire ça pour, au cas où qu'il y ait de la dévaluation monétaire et des gros soucis économiques.
Et c'est vrai que quand on voit dans certains pays le peso, comment est-ce qu'il se fait dévaluer et le pouvoir d'achat des gens qui baisse très brutalement, c'est vrai qu'ici, tu as quand même une certaine stabilité qu'il n'y aurait pas ailleurs. Même si voilà, le revenu médian est très bas, je crois qu'il est entre 4 et 500 dollars mensuels, donc voilà. Mais il y a au moins cette stabilité-là. Donc on a et les taxis jaunes, les bus scolaires jaunes et le dollar américain. Coucou Anne-Fleur. On est dans un bus en direction d'une ville qui s'appelle Bagnos et on a attendu pendant une semaine dans une autre ville qui s'appelait Latacunga. On s'était entraîné, comme je t'avais dit, à faire pas mal de rando en altitude. Et l'objectif, c'était de grimper en haut d'un volcan sur 2 jours encordé avec crampons, piolets, tout ça, le volcan Cotopaxi. On avait fait ça une fois au Chili et vraiment c'est une expérience incroyable, même si c'est assez difficile. Et en fait, le volcan qui n'était pas rentré en éruption depuis 2015 est rentré en éruption là, maintenant. Donc on est resté quand même patienté une semaine. Et rien n'a changé, le parc national est toujours fermé. Donc on poursuit le voyage et on va donc du côté de Bagnos qui est un petit peu plus calme en nature et en forêt, on va dire. Et ensuite on fait une petite étape travail à Quito parce que j'ai quelques visios à gérer et vraiment internet c'est un peu compliqué ici. Et du coup Quito, comme c'est la capitale, il y a plutôt une bonne connexion et puis ne serait-ce qu'une table et une chaise en fait, comme on est beaucoup en auberge ou en tente, pouvoir être assis pour travailler c'est quand même pas mal. Et ensuite, on a prévu d'aller faire un petit tour dans la forêt amazonienne, mais ça, c'est encore tout un autre débat, parce que Guillaume veut aller vraiment se perdre au fin fond de la forêt, dormir dans une tente entre les arbres, avec un guide et tout ça. Et moi, avec ma phobie des araignées, je m'imagine pas trop sortir de la tente à 2h du matin pour aller faire pipi à côté d'une tarentule, tu vois. Donc voilà, nous sommes en débat. On te tiendra au courant. Salut! Fleur. Je parle pas trop fort pour pas nous faire repérer, mais on est actuellement avec un autre couple de Français en Amazonie et on est avec notre guide sur une petite barque. On a passé une journée incroyable, on a vu plein d'espèces d'animaux différents et là c'est la nuit, on est sous un orage alors qu'il ne fait pas de bruit, c'est juste des éclairs, ça illumine le ciel et on se balade sur l'Amazonie en bateau pour chercher des caïmans. Donc notre guide bouge sa lampe torche qui a une grande portée jusqu'à ce qu'on trouve des yeux brillants. On en a vu 2 pour l'instant et c'est assez incroyable juste l'ambiance dans laquelle on est, de se dire qu'on est là sous les éclairs en Amazonie en train de chercher des caïmans dans un bateau avec un guide qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques heures. En fait, je sais pas trop si c'est très sérieux. Si jamais tu n'as plus d'autres nouvelles de moi demain, c'est que ça s'est pas bien passé. Et demain, je te ferai un enregistrement dans la forêt. On a vu aujourd'hui 2 types de singes. On a vu des perroquets magnifiques. On a vu des toucans. On a appris plein de choses sur la façon dont certaines espèces faisaient leur nid, pêchaient, etc., se reproduisaient, tout ça. Donc c'est très joli, très intéressant. Et je te ferai la suite demain. Coucou Anne-Fleur, c'est Florence et Guillaume. Bonjour. Bonjour Anne-Fleur. Dans les questions que tu nous as posées, tu nous as notamment demandé à quoi on s'attendait. Et je pense qu'à l'unisson, on peut te dire que on s'attendait à rien. Ouais, on avait quand même une petite idée parce qu'on avait fait Argentine, on a fait le Chili. On voit à quoi ça ressemble l'Amérique du Sud et du coup on se doutait que ça allait être cool. Oui, et pour le moment ça se passe bien. C'est ça. Donc la semaine d'avant de partir, je vais sur Booking pour faire notre réservation pour une semaine à Quito, qui est la capitale. Et je commence à regarder les photos des hostels et là je vois la vue depuis les terrasses. En fait je réalise qu'il y a des montagnes partout. Et du coup je regarde sur Wikipédia et j'appelle Guillaume en mode « Oh, mais Guillaume, Quito, c'est en altitude ?» Donc voilà, pour te dire à quel point on n'était pas prêt. En fait, c'était à 2850 mètres d'altitude, la capitale, en moyenne. Et si, après, quand même, les trucs, moi, que j'espérais en tout cas faire en venant en Équateur, je pense avant de venir, il y avait quand même le côté faire du surf sur la côte. Ouais. Parce qu'on en avait pas mal parlé. Et après, que ce soit en Équateur, soit au Pérou, parce qu'on va bouger encore après. Mais moi, c'était dans mes attentes. Et aller en Amazonie. Et si, aussi, je me disais,
pays du chocolat, obligé d'aller voir un truc qui fait du chocolat. Et en fait, moi, je rêvais quand même de récupérer vraiment le fruit de l'arbre, pouvoir l'ouvrir, tester et goûter chaque processus de fabrication du chocolat. Et on l'a fait la première ou deuxième semaine, en gros. Oui, c'est fait. Donc voilà, mais moi, ça faisait partie de ce à quoi, en tout cas, j'espérais... C'est ça. Et moi, dans l'idée, j'avais envie de partir à peu près au moment de l'automne pour me poser dans un pays où il fait bon, il fait chaud, c'est cool. Tu te balades en short claquettes et tu te poses pas trop de questions. Et en fait, la vie fait que on a commencé par les Andes. Donc concrètement, on se retrouve... la nuit, il fait à peu près 0. Il pleut tous les après-midi parce qu'en fait, c'est la saison des pluies. Mais comme on est parti un peu à l'arrache, on le savait pas. Donc il faut pas mal s'organiser sur les matins. Et pour l'instant, on est beaucoup soit dans des villes, donc ça grouille pas mal, c'est pas trop l'idée que j'avais de quelque chose de calme. Ou alors en montagne, il fait plutôt froid. Tu nous as aussi demandé à quoi on avait le plus hâte. Donc Guillaume, c'était le plutôt surf et plutôt l'Amazonie. Et le chocolat. Moi, c'était juste, je sais pas, être loin. Genre, d'un côté, j'aime bien avoir... des habitudes et des routines, et d'un autre côté j'aime bien être un peu perdue des fois, et du coup c'est ce que j'aime bien dans le voyage, c'est un peu tout est nouveau, tu sais, les goûts, les odeurs, les bruits, la langue, la monnaie, etc. Tout est différent, du coup je trouve ça assez enrichissant. Mais moi ce que je voulais vraiment, c'était me poser quelque part au soleil, qu'il fasse bon, parce que j'ai un réel problème avec le froid. J'aime bien quand il fait genre entre 23 et 26 degrés, c'est très précis. Mais voilà, donc pour ça, j'ai hâte d'aller sur la côte, même si dans les Andes, les paysages sont ouf, on a fait vraiment des très belles randos. Mais j'ai hâte de voir la côte, voir ce que ça donne et être un petit peu plus posé. Ce qui peut nous faire glisser sur un autre sujet que tu souhaitais aborder, qui était est-ce que le type de voyage nous convient ? Faut savoir que la première fois qu'on est parti en voyage... Moi, j'étais prof, j'aimais vraiment pas mon taf et donc ma vie, puisque ton taf, il prend un peu toute ta vie, en fait. Et j'étais tellement mal en France que tu pouvais me mettre à dormir sous une tente avec 0 degré, je dormais pas de la nuit, que j'arrêtais pas de me dire je suis quand même mieux là qu'en classe. Alors que là, la donne a pas mal changé, parce qu'en 2 ans, j'ai complètement changé de métier, et maintenant j'adore mon taf, et j'ai plein de projets parallèles qui sont pas forcément rémunérateurs, comme souvent avec moi, mais qui sont très intéressants. Et du coup, j'ai un petit peu du mal des fois à choisir entre faire une chouette visite, une chouette rando, ou avancer sur un chouette projet, quoi. Du coup, moi, je pense que finalement, j'ai envie de voyager encore plus lentement que ce qu'on fait là, et des fois, j'ai envie de me poser, d'avoir genre une table, une chaise, internet, et soit écrire des articles de blog, soit avancer sur le podcast, soit avancer sur mes projets pro et perso. Et toi, Guillaume, je pense que t'as pas tout à fait le même besoin. Ouais, je pense qu'en fait, surtout, on n'a pas le même besoin maintenant. Parce qu'en fait, avant de partir, on était à l'arrache, mais moi, beaucoup moins que toi quand même. Et moi, j'ai pas ce sentiment de fatigue. Et du coup, j'ai plus envie de voyager, d'aller un peu plus vite au début, potentiellement de me poser après. Mais j'ai plus envie de voyager et peut-être de voyager plus vite que toi. Après, à voir sur le long terme comment ça va se dérouler et comment au final on va réussir un petit peu à synchroniser tous les deux, quoi. Mais ouais, j'ai peut-être envie de plus bouger, plus voir de trucs. Mais après, ce qu'on se dit aussi, c'est que potentiellement, toi, il y aura des semaines où tu vas peut-être rester un peu dans ton coin à l'appart, faire des trucs en ligne et potentiellement bosser un peu. Et que moi, je ferai autre chose. C'est déjà ce qu'on se dit sur le volontariat, ou peut-être que du coup moi je ferai du volontariat, j'irai surfer l'après-midi, et que toi potentiellement tu préféreras bosser. Cette phrase du coup n'a aucun sens quand on le met 1 an en arrière. Non, parce que moi mon but dans la vie c'est de pas travailler et limite de vivre dans une tente et de me nourrir à l'arrière des boutiques de ce qui va dans les poubelles, tu vois. Et en fait là maintenant j'adore mon taf, donc que ce soit des missions rémunérées ou non, parce que je fais aussi des trucs bénévolement, juste je sais pas, ça m'enrichit beaucoup, et comme en plus j'aime bien être dans mon coin tranquille, et que en Amérique du Sud il y a, surtout dans cette partie plus haute, parce que la dernière fois on était dans la Patagonie, t'es quand même vachement plus paumé, c'était plus calme, plus des grands espaces et tout. Ici pour l'instant on a été pas mal dans des villes, et en fait il y a beaucoup de gens, ça grouille pas mal. Alors c'est beaucoup de locaux, il y a très 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 peu de touristes, d'Européens, d'Américains, d'autres nationalités, on va dire de manière même globale.
Mais ça fait toujours beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Dans la rue, les gens ils crient pour te vendre des choses, ils crient pour que tu prennes le bus. Il y a tout le temps de la musique très forte. Dans le bus, les bus ils sont sur-remplis, tout le monde se colle. C'est vraiment à l'espagnol, quoi. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien être... j'aime bien être tranquille dans mon coin. Je crois que Guillaume l'a dit un peu comme ça tout à l'heure. Moi, en gros, là, je me rends compte... Bon, après, Guillaume disait, il y a une différence quand même entre nous deux. C'est que moi, là, ça faisait 1 an que j'avais pris aucune vacances, parce que mes dernières vacances, c'était octobre de l'année d'avant. Et en fait, ça me dérange pas, parce que ma vie en France, elle est quand même sur un rythme assez tranquille. T'es chez toi, machin... Là, c'est un peu différent. Des fois, t'as juste un lit, tu partages tes douches, tes toilettes. Il y a beaucoup de bruit derrière ta porte, donc même si c'est pas directement dans ta chambre, parfois t'es en dortoir. Donc, t'as pas le calme dont moi j'ai besoin parfois. Et du coup, il m'arrive de me retrouver des fois quand on a une chambre où on est que tous les deux, voire il y a une petite cuisine, personne dans l'auberge et on a notre propre salle de bain, une bonne connexion internet. Moi, je me mets dans mon lit avec une bouteille d'eau et je suis la reine du monde, quoi. Genre, on est bien quand on est tranquille, quand il y a pas de bruit. Donc, du coup, voilà, moi j'aime bien être comme ça. On est assez différents là-dessus. Je dirais que là, en gros, ça fait quoi ? Ça fait 1 mois et peut-être une semaine, un truc comme ça qu'on est parti. Ouais. Et en fait, quand on regarde le voyage, enfin moi, peut-être que, entre guillemets, ce qui pourrait me frustrer sur le début de voyage, c'est que pour l'instant, on a été beaucoup dans les villes, principalement. Et en fait, moi, j'ai la sensation qu'on passe beaucoup de temps à, en gros, se poser, chercher, etc. Plutôt que de pouvoir aller directement voyager. Mais c'est aussi parce qu'on a des contraintes de planning, de calendrier, de météo. On pensait aller sur la côte, c'est pas possible. On voulait aller dans la jungle, mais finalement on a dû attendre. Bon, on voulait monter sur un volcan et en fait il est rentré en éruption la veille. Donc on a un peu la poisse aussi sur le début, mais après bon, dans l'ensemble, je pense que ça va un petit peu mieux se dérouler par la suite, qu'on sera un peu plus calé et qu'on va commencer aussi à sortir des villes. Du coup, là voilà, ça fait quelques mois que vous êtes installés, vous avez une idée de où vous ne voulez pas être, vous savez pas encore exactement où vous voulez être. Et tu me le disais tout à l'heure, on en a un petit peu échangé en off aussi là-dessus. Finalement, vous êtes partis avec la même envie de découvrir plus ce continent, de découvrir ce pays, mais pas forcément les mêmes intentions sur place. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça ? Oui, en fait, on s'est rendu compte au bout de 3 semaines que, comme on s'est pas beaucoup préparé, on n'en a pas beaucoup discuté. Et on pensait partir dans la même optique que les 2 dernières fois. Sauf que moi, il y a eu un grand changement dans ma vie, c'est que j'aimais pas du tout avant ma vie en France parce que j'aimais pas mon métier et que tu passes quand même une grosse partie de ta journée. Et que maintenant, ma vie, elle est trop cool. J'aime bien mon travail, ça me laisse beaucoup plus de flexibilité, plein de temps libre, je peux voir mes proches, etc. Et du coup, en arrivant ici, moi, je ne suis pas partie cette fois-ci pour fuir quelque chose que je n'aimais pas. Je suis partie parce que c'était cool de partir, mais j'aime bien ma vie française. Donc en fait, j'ai pas ce côté... Je me souviens, lors du dernier voyage, il nous était arrivé de dormir dans notre tente une nuit où il faisait jusqu'à -2 degrés et vraiment c'était horrible. J'avais fait une hypothermie, couverture de survie, la totale. Et je me souviens que toutes les nuits, quand c'était des nuits difficiles, je me demandais, est-ce que t'es mieux là ou en France avec ton travail que t'aimes pas? Et je me disais toujours, t'es quand même mieux là, même si tu te retrouves à l'hôpital, t'es mieux là, quoi. Là, j'ai pas du tout ça. Genre, y a pas de fromage et y a pas de pain. Des fois, je me dis, est-ce que je rentrerai pas en France et je repars plus tard, tu vois? Ou genre, tu sais, j'ai pas ce côté, je veux être là. T'as pas cette permanence des choses, en fait. Enfin, tu te dis, bon, je suis flexible dans la vie et il y a rien de pour toujours et il y a rien de à jamais non plus. C'est ça. En fait, c'est même tellement flexible que moi j'ai aucune pression. Donc en fait, quand je me sens bien dans un endroit comme on est là pendant je pense que ça va être 3 semaines. Bon, après le visa sera fini, on peut pas agrandir plus, mais moi je disais à mon copain, tu vois, moi je me verrais bien rester 6 mois ici. Tous les matins, tu te lèves, petit déjeuner, tu vas surfer, tu reviens, tu te douches, petite sieste, tu travailles, tu manges avec les copains. Moi je peux faire ça pendant 6 mois. Et lui m'a dit, mais moi c'est hors de question. Genre lui vraiment c'est pas possible. Mais parce que lui, il a vraiment envie de couper de son travail, mais qu'il adore pour autant, et il pourrait travailler, mais lui, il est plus contraint, il doit travailler de manière synchrone, il bosse avec des équipes, chose que moi, pas. Et il y avait 7 heures de décalage, maintenant il y en a 6 avec la France, avec le changement d'heure. Et moi, des fois, on me propose des contrats, là,
que je suis pas obligée de prendre parce que j'ai pas de besoins financiers, mais qui sont juste trop intéressants, ou des partenariats ou des missions. J'ai pas envie de ne pas les prendre, sachant qu'on a du temps. Mais en fait, Guillaume, il est plus dans l'optique, on voyage à fond et on se posera après. Et moi, j'ai envie de me poser quand j'ai envie de me poser. Et je pense que je suis un peu fatiguée aussi des 2 dernières années, la reconversion, tout ça, c'est quand même demandant émotionnellement. Et on sait pas trop quoi faire. On sait qu'en termes de météo, on aime la même chose, que le bord de mer, on aime tous les deux. Mais je crois que lui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut pas se poser là. En tout cas, j'arrive pas trop à savoir où. Là, on a commencé à... Je sais pas comment on en est arrivé à ça, mais bref, on a commencé à parler de la Polynésie. Parce qu'on a vu sur Instagram des voyageurs qui sont allés et en fait qui disaient qu'en mode camping, ça coûtait pas si cher. Et du coup, on s'était toujours dit, nous, jamais on ira en Polynésie, c'est loin, c'est cher, c'est mort. Et en fait, là, on est en train de se dire, c'est à moitié sur la route pour aller genre en Nouvelle-Zélande, par exemple, tu vois, si on finalement veut faire le tour, si on s'installe nulle part, parce que je me dis qu'en Amérique du Sud, ça a l'air de se tendre un petit peu partout. Enfin, c'est de plus en plus pauvre de partout. Du coup, est-ce qu'on a envie de... En fait, moi, il y a un truc qui fait que je pense que j'aurais du mal à vivre ici, mais tu t'en rends pas compte tant que tu y es, c'est le bruit. Et vraiment, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Et pour autant, on a parlé avec des Équatoriens et eux nous disent, mais nous, c'est quand on vient chez vous, là, en France, vous faites pas de bruit. Dans le métro, vous êtes tous avec des écouteurs. Bah oui, mais ici, tu prends le bus, t'as un film à la télé super fort, t'as la musique du chauffeur dans sa cabine que t'entends dans le bus, et les gens qui veulent pas regarder ce film, ils regardent une série sur leur téléphone, mais sans écouteurs. T'as du bruit de partout. Dans les rues, t'as du bruit de partout. Tu vas à la station de bus, on te crie les noms des stations, on te chope par le bras. Enfin, tout est fait avec du bruit. T'as de la musique partout. Tu te balades dans une rue, t'as des bars partout. Ils ont tous leur musique à fond, même quand pour l'instant, il y a encore personne dans le bar, tu vois. Moi, tout ce bruit, pour moi, c'est compliqué. Ça me fatigue, en fait. Donc, moi, je me rends compte, j'ai besoin d'un endroit où il y a, certes, de la chaleur, des gens sympas, de la bonne nourriture et du silence. J'aime bien le silence. Moi, je me verrais bien, si je devais choisir un rythme, mais c'est peut-être pas propre à tous les pays, je me verrais bien faire 1 mois et demi posé de travail et 1 ou 2 mois de full voyage. Parce que ce qui est certain, on s'est rendu compte que travailler et voyager à moitié en même temps, genre un jour sur 4 ou le matin et pas l'après-midi, c'est un peu pourri. Ici, c'est compliqué parce que des fois, t'arrives dans un endroit où tu te dis « Ah ici, je vais me poser, je vais travailler ». Et en fait, y a une coupure générale, il n'y a pas de wifi, ou alors il n'y a pas de table, pas de chaise, ou alors, tu vois, et tu peux pas bosser. Et des fois, on arrive dans un endroit où on n'a pas du tout prévu, moi, j'ai pas du tout prévu de taffer, j'ai juste envie de faire des randos et tout ça. Et tu te rends compte qu'il y a une super connexion, t'es super bien installé, il y a de l'eau chaude dans la douche, tu pourrais rester là 1 semaine, tu serais bien, Mais du coup, tu peux pas trop le prévoir. Et du coup, là, on s'est rendu compte quand même la semaine dernière en discutant qu'on va quand même alterner les moments où on se pose comme là pendant 2-3 semaines où moi je fais ce que j'ai à faire, mes visios, tout ça. Et ensuite, on va repartir sur plus du voyage où du coup, je ne prends pas de contrat, je ne bosse pas et j'essaye de tout finir avant pour être que en voyage. Et mon copain, lui, il a pas trop envie de bosser en fait pour l'instant. Donc, mais parce qu'il y a aussi ce côté plus compliqué où lui, il peut pas avoir une mission ponctuelle comme moi. Moi, je peux très bien accepter un truc, le faire en 2 jours et voilà, je facture et c'est terminé. Lui, ça va être sur un gros projet, donc ça va prendre plusieurs semaines, il y a des équipes, lui, il va prendre pour le coup de plein fouet le décalage horaire. Et c'est pas pareil. Et comme ça, c'est pas pareil, forcément, on fait pas les choses de la même façon. Alors du coup, aujourd'hui, le visa de Guillaume et de Florence approche en tout cas de son expiration. À quoi va ressembler la suite ? On a parlé d'Amérique du Sud, on a parlé de Polynésie. Où est-ce qu'on va les retrouver ? Et est-ce que cette fois-ci, ils se préparent un peu plus justement ? Alors, au niveau de la préparation, on apprend de nos erreurs. Donc justement, la question tombe à pic, c'est demain que nous préparons la suite du voyage. On s'est dit on va essayer de préparer au moins 1 mois parce que dans ce mois-là, il y a le changement de frontière. Et donc, on va arriver au Pérou, qui est juste au sud, juste avant Noël. Et pour faire les réservations, on a peur que ce soit blindé. Et comme le Pérou, c'est quand même un peu plus touristique, peut-être que les prix montent plus ou qu'il y a moins de choix, on sait pas trop. Donc on s'est dit, on va essayer de prendre 1 mois d'avance. Et comme ça, tous les jours, t'es pas en train de te demander qu'est-ce que je fais demain. Parce que c'est fatigant un peu aussi, même si tu t'en fous parce que t'as le choix. Mais on se rend compte qu'on est plus libre d'esprit quand on a un petit peu d'avance. Donc on sait qu'on veut visiter le Pérou. En France, t'as également un visa gratuit de 3 mois pour visiter le Pérou. Donc il y a des chances qu'on prenne quasiment les 3 mois si on s'y sent bien.
Et ensuite, comme ça fait aussi 3 fois qu'on rate la Bolivie, on va aussi aller en Bolivie. On en a des échos très très divergents. Certaines personnes qui disent que c'était leur voyage le plus authentique, le plus beau, le plus tout ce que tu veux et qui vraiment en gardent un superbe souvenir. Et d'autres qui nous disent qu'ils se sont sentis très en insécurité, souvent la tourista, très très inconfortable. Enfin, donc on sait pas trop ce qu'on va en penser. On s'est dit que peut-être qu'on le visiterait en 1 mois à peu près, ce serait peut-être assez selon les conditions. Après, si on y est bien, idem, t'as 3 mois de visa. Et ce qu'on sait, la seule date qu'on a à peu près, même si c'est pas fixe, c'est que vers mars-avril, on a peut-être des copains de France qui viennent à Mendoza en Argentine, au nord de l'Argentine, et dans une famille dans laquelle on avait vécu lors de notre précédent voyage et avec qui on avait eu un super feeling. Et en fait, comme c'est quasiment là qu'on s'est fait confiner, notre objectif, c'est au moins de redescendre jusque-là, puisque de toute façon... De repartir de là où vous êtes arrêté, quoi. Voilà, c'est ça. Puisqu'on pense qu'on va pas s'installer en Amérique du Sud tel que c'est parti. Donc au moins, voilà, on aura terminé ce voyage. Après, on parlait donc, nous, beaucoup de la Nouvelle-Zélande. Il faut savoir qu'avant l'Équateur, notre objectif, c'était le passeport vacances-travail pour la Nouvelle-Zélande. Sauf qu'en Nouvelle-Zélande, les prix sont beaucoup plus onéreux et que moi, entre-temps, j'ai fait ma reconversion, que je pensais que j'aurais plus beaucoup d'argent et c'était un peu plus compliqué. Au niveau de la météo, c'est pareil, on avait peur que ce soit très humide. Il fallait envisager, si on restait 1 an, peut-être soit de la location, ça coûte cher, ou l'achat d'un van, enfin... Il y avait beaucoup plus, il aurait fallu se préparer. Et nous, c'est pas notre fort de se préparer. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je pense qu'on va, pareil, y aller juste pour quelques mois. Et on se disait, tiens, quitte à aller en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qu'il y a au milieu pour couper? Et c'est là qu'on a vu la Polynésie et que j'ai parlé avec des personnes qui m'ont dit, moi, j'y étais allée en voyage, c'était incroyable. Moi, j'y ai vécu tant de temps, c'était incroyable. Et la dernière en date m'a dit, j'y étais pour un voyage après l'Amérique du Sud, justement. Et en fait, il y a eu le confinement. Et du coup, elle est restée 5 mois en Polynésie. Et maintenant, ils pensent même à y revenir vivre, en fait. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Et donc, les premières recherches qu'on a fait, effectivement, t'as moyen de te loger correctement ou pour pas trop cher. Ou même, du coup, si tu te poses et que tu travailles, en fait, c'est comme si tu vivais chez toi, quoi. Enfin, sauf que t'es en Polynésie, tu vois. Donc, on se dit, pourquoi pas passer par là. Et c'est vrai que, encore une fois, ça remplit nos critères de... aspect tranquille, gens qui ont l'air très ouverts, bonne nourriture, plage, mer, surf, ça remplit nos critères à tous les deux. Donc ça peut être un endroit où on pourrait se poser. Du coup, je sais pas si on peut trop parler d'expatriation parce que c'est français. Du coup, c'est juste loin. On se laisse cette liberté de demain de checker un peu déjà d'où partent les vols. Il y a énormément de vols qui n'existent plus entre plein de pays depuis la pandémie. Donc nous, on regardait notamment entre l'Argentine ou le Chili et la Nouvelle-Zélande. Avant la pandémie, il y avait des allées simples à 300 ou 400 euros. Maintenant, il y a plein de lignes confirmées et celles qu'on voit, même dans plus de 6 mois, c'est 1300 balles. Tu vois, nous, on va pas mettre ça dans un billet d'avion. Enfin, donc voilà, il faut qu'on se pose toutes ces questions-là, mais on aimerait bien quand même se poser quelque part et s'implanter quelque part et essayer de voir une autre vie fixe quelque part sédentaire pour voir comment c'est par rapport à chez nous. Mais on n'a pas envie de le faire au détriment de notre bien-être ou de notre sécurité, tu vois. Donc, il faut que ça corresponde à tous les deux. C'est quand t'es deux à voyager, il faut que les deux soient contents, quoi. Comme tu le dis, en fait, voilà, voyager à deux, devoir reprendre un petit peu ses plans initiaux. Est-ce qu'il y a des trucs en fait comme ça que t'as appris? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un conseil que tu pourrais te chuchoter à l'oreille, à ton oreille il y a, je sais pas, 6 mois avant de partir? J'ai appris qu'en fait, on se connaissait jamais vraiment. Parce que je pensais pas qu'un jour... Soi-même ou en couple, tu veux dire? Ah ouais, non, moi. Non, mon copain, ça va, tu vois, rien ne me surprend. Je dis pas qu'on ne se surprend plus, attention. Non, mais je veux dire, rien ne m'étonne dans ce qu'il me dit, ça correspond plutôt à... Voilà, enfin, je vois bien même comment il agit, vers quoi il se tourne, etc. Ça colle tout à fait, mais c'est juste moi. Jamais dans ma vie, je pensais qu'un jour, j'allais dire « Ah là, on est en voyage dans un endroit merveilleux et j'ai envie de me bosser pour bosser, quoi. » Jamais de ma vie, je pensais que j'allais dire ça un jour. Je pensais que j'allais toujours être en mode... le voyage, les rencontres, la nouveauté, c'est toute ma vie, je veux faire que ça, je veux jamais rentrer. Si demain on était obligé de rentrer, en fait, ça me ferait ni chaud ni froid parce que je m'en fiche, je peux repartir. Et du coup, comme j'ai plus aucune contrainte, j'ai plus aucune pression et je sais pas, je me dis, ouais, moi ça m'arrive d'avoir envie de travailler. Mais en fait, je m'en fous. Même si je restais bosser 6 mois, je peux voyager 50 ans derrière si ça me fait plaisir.
Et du coup, ça c'est génial. Je trouve qu'on sait jamais de quoi notre vie va être faite. Et du coup, on sait jamais qui on va vraiment être. Parce que quand tu changes certains paramètres qui sont prépondérants dans une vie quand même, genre le travail, mais ça peut être aussi changer de partenaire, ça peut être plein de choses, tu vois. Quand tu changes des choses importantes dans ta vie, je trouve que toi, tu changes aussi. Et ça, c'est vraiment un conseil que je me donnerais. Ne te prends pas pour acquise, quoi. Tu peux encore te surprendre. Et peut-être prépare mieux ton voyage et ne traverse pas des rues sombres, seul, le noir, dans des grandes villes. Mais ça, on le sait tous. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Florence, je t'adresse un immense merci et je vous souhaite à toi et Guillaume de continuer vos aventures en Amérique du Sud en toute quiétude. Si vous vous demandez où est Florence aujourd'hui, puisqu'on a enregistré cet épisode il y a quelques mois, je vous invite à découvrir jeudi un petit bonus dans lequel elle va vous donner des nouvelles. Et vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, ça compte énormément, vous le savez, à nous laisser plein d'étoiles et même des petits mots sur Apple Podcast en nous parlant de votre épisode préféré par exemple. Eh bien allez-y, ça compte énormément et ça nous fait hyper plaisir, on va être honnête. Je ne sais pas si vous le savez, mais Florence a elle aussi un podcast, ça s'appelle Avant j'étais prof. C'est un podcast qui raconte les reconversions de profs vers d'autres métiers et qui est passionnant. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Allez, tradition oblige, je vous propose que nous découvrions tout de suite de quoi nous allons parler la semaine prochaine. Et puis un jour, ils m'ont laissé tout seul sur le canapé. C'est l'histoire, elle est vraie. Quoi ? Un jour, ils m'ont laissé tout seul sur le canapé. Elle était aux États-Unis. Et j'étais sur mon canapé, il faisait beau, je regardais par la fenêtre. Ouais. Ouais. Et j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Je me suis levé. J'ai appelé quelqu'un que je connaissais qui était intéressé pour reprendre un business en gérance. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, ça t'intéresse toujours de prendre ça ? Il me dit, oui, ça m'intéresse. Je lui ai dit, alors, tu as 5 minutes pour te décider parce que moi, je m'en vais. Il me dit, tu vas où ? J'ai dit, je pars aux États-Unis. Ah bon, tu as décidé quand ? Il y a 5 minutes. Ma femme est rentrée. Chérie, fais les valises. Je lui ai dit, tu peux préparer les valises, on s'en va. Voilà. C'était maintenant. Ouais, je veux dire, après, j'étais trop vieux. Après, j'aurais plus ni la force, ni peut-être la volonté de le faire. Donc, c'était le moment. On vivait difficilement. On arrivait à vivre, mais on n'était pas à notre place. Et donc, j'ai dit, il faut qu'on s'en aille. Ouais. Voilà. Et je suis venu un jour à la graduation de son master. Tu peux marcher, tu respires du bonheur. T'as un beau soleil, il fait beau. Ouais. Les gens sont gentils. Quand il a des révélations comme ça, je pose pas de questions, je dis ok. C'est parti. Et c'est un peu comme la même manière qu'ils me suivent moi, je les suis eux en fait. Ouais. Et c'est ils voulaient venir ici, on a commencé à regarder les business qui se vendaient. Et, ma femme a trouvé la boulangerie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle semaine et je vous retrouve mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt. Et tu as osé tousser derrière ma voix. Ouais, t'es comme ça, toi, ok. Je me suis tourné quand même. J'espère que c'est pas un micro bidirectionnel. Je reprends.